Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 18h en direct sur nos antennes. Le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, a lancé ce jeudi 23 octobre 2025 à Sélingué le projet portant au renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution. Nos envoyés spéciaux Safiatou Sidibé et Samba Traoré. Aucun conflit n'est à l'avantage des communautés car tous les conflits sont destructeurs. Afin de pallier à cela, le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, vient de lancer à Sélingué, à l'instar de plusieurs autres localités du pays, le projet de renforcement des capacités des jeunes et femmes leaders en prévention et médiation des conflits communautaires, un projet financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Le choix des jeunes et des femmes, c'est tout à fait simple. Comme vous le savez, le plus souvent, quand il y a conflit dans une communauté, ce sont les jeunes et les femmes qui sont le plus souvent exposés. Donc nous voulons que les jeunes et les femmes soient vraiment des acteurs de paix et non des acteurs de conflit. C'est pourquoi fondamentalement, les cibles de ce projet, c'est surtout la jeunesse et les femmes. C'est un projet qui va durer 2 ans et qui va couvrir la région, une partie de la région de Koulikoro, notamment les 5 de Koulokani, de Kangaba et de Kati. Au niveau de la région de Bougouni, le projet sera exécuté dans les 5 de Sélingué, les 5 de Yamfouela, les 5 de Bougouni et les 5 de Kolondjeba. Et au niveau de la région de Kaï, le projet sera exécuté au niveau de la région de Kaï. Et au niveau de la région de Kita, le projet va couvrir le 5 de Kita. Conscients de l'impact positif de ce projet, les femmes et les jeunes, principalement cibles de ce projet, entendent tirer profit de ces 2 jours d'atelier. D'abord, je suis très heureux pour la venue du projet. Auparavant, les conflits, on les gérait, je dirais, de manière traditionnelle. C'est-à-dire que quand il y avait un conflit, on allait sur le chef de village. Et maintenant, sur le chef de village, on essaie de voir si là-bas il y a une attente. C'est mieux. Maintenant, s'il n'y a pas une attente, on va vraiment à la police ou à la gendarmerie. Mais maintenant, avec l'arrivée de ce projet, comme je l'ai si bien dit, nous les jeunes, nous allons constituer nous allons mettre en place des comités de veille. Et ces comités de veille vont travailler sur la prévention et la gestion des conflits. Et tout au long, durant ces 2 ans, toutes les actions qu'on aura à faire, des actions de formation, nous allons faire en sorte que ces actions puissent être dupliquées dans nos différentes associations, dans nos groupements de femmes, etc., etc. Les autorités communales, notamment le 2e adjoint au maire de la commune de Baya, a aussi apprécié à sa juste valeur ce projet et l'accueil à bras ouverts. Je vois ça dans un très bon angle parce que c'est des initiatives qui sont constructives, surtout vu la situation actuelle même de l'État. Tout le monde sait que le Mali vit dans une situation conflictuelle. Donc s'il y a ces initiatives-là, ça ne fait que renforcer. C'est une solution. Donc le PASENDA vient de nous apporter une solution à nous faciliter beaucoup de choses. Les attentes, c'est surtout à 2 niveaux. Tout d'abord, que ces zones-là soient le maximum pacifiées. Parce que comme je l'ai dit, il s'agira fondamentalement pour nous de prendre des dispositions avec les jeunes, les femmes, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes pour que vraiment les conflits soient gérés, soient évités au maximum, sinon gérés au mieux. Aussi, nous voulons que dans ces localités-là, que les procédures et les voies de recours devant les tribunaux soient comprises de façon très simple. Donc vraiment, et que dans ces différentes localités-là, que les citoyens vraiment respectent les lois de la République. Et le message que nous lançons à l'endroit des jeunes et des femmes est que chacun comprenne que vraiment personne n'a intérêt à ce que les conflits éclatent dans nos communautés, dans nos communes, dans nos régions. Et que les gens se disent que nous avons beaucoup à gagner en vivant en paix, en harmonie, que dans des situations conflictuelles. Donc nous demandons aux jeunes et aux femmes d'être très attentifs par rapport aux différents conflits. Le lancement de ce projet à Sélingué était placé sous la présidence du préfet de la localité. A salué et encouragé ce projet dont les ficelles sont dignement tirées par Amadou Konaté, président de l'ONG PASENDA. L'actualité hors de nos frontières, le gouvernement nigérien de transition a pris une décision économique majeure destinée à soulager les ménages face à la conjoncture inflationnelle
Le Conseil des ministres, présidé par le général d'armée Abdourahmane Tiani, a annoncé la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette mesure, officialisée le 22 octobre 2025, fait passer le SMIC de 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA, soit une augmentation spectaculaire de près de 40%. On en sait plus dans ce commentaire signé Moussa Fumba. Cette initiative vise à améliorer concrètement les conditions de vie des travailleurs et s'inscrit dans la volonté des autorités de transition d'opérer une refondation sociale et économique. Une hausse significative du SMIC n'est pas un acte isolé. Elle répond directement aux revendications formulées de longue date par les partenaires sociaux et les syndicats nigériens. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi est à l'origine de cette initiative qui se veut un signal important en faveur du pouvoir d'achat des travailleurs. Dans un contexte économique où l'inflation pèse lourdement sur les ménages, l'augmentation du revenu minimum est un mécanisme essentiel pour éviter la paupérisation. En agissant ainsi, les autorités de transition cherchent à démontrer leur engagement envers le bien-être de la population et à soutenir la cohésion sociale à un moment critique pour le pays. Au-delà de la simple augmentation du seuil minimal, le Conseil des ministres a également adopté un décret associé visant à harmoniser les salaires minima par catégorie professionnelle. Cette mesure complémentaire assure une cohérence et une équité salariale plus grande entre les différents secteurs d'activité. Sur le plan économique, cette révalorisation du SMIC devrait avoir un double effet positif. Premièrement, elle confère un gain direct de pouvoir d'achat aux travailleurs les moins bien rémunérés. Cette mesure leur permettrait de mieux faire face à la hausse des prix des produits de première nécessité. Deuxièmement, l'injection de liquidités supplémentaires dans l'économie par la consommation des ménages est susceptible de soutenir la demande intérieure. Ce choix devrait contribuer à la croissance économique générale. La guerre civile au Soudan pourrait bien avoir atteint un point de non-retour. Les forces de soutien rapide, les paramilitaires dirigés par le général Ameti ont annoncé dimanche avoir pris le contrôle total de la ville assiégée d'El Fasher, capitale du Darfour Nord. Cette revendication, si elle se confirme, marquerait un tournant décisif dans le conflit qui oppose les FSR à l'armée soudanaise dirigée par le général Al-Burhan. Abdul Karim Sako pour en savoir plus. Selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram, les FSR ont d'abord revendiqué la saisie du quartier général de l'armée à El Fasher. Cette prise stratégique aurait été le prélude à l'annonce faite plus tard dans la journée du contrôle total de la ville. Depuis 18 mois, El Fasher a été au cœur d'intenses affrontements avec l'armée soudanaise appuyée par ses alliés locaux. Le siège prolongé de la ville a eu des conséquences humanitaires désastreuses. Si l'information de la prise d'El Fasher par les FSR devait se vérifier, ce serait un coup très dur pour l'armée régulière et un succès majeur pour les paramilitaires qui parlent déjà des moments décisifs dans les combats. Toutefois, la prudence est de mise. Au moment de l'annonce des FSR, l'armée soudanaise n'avait pas encore réagi à ces revendications. Seul un porte-parole du comité de résistance populaire, un mouvement créé pour soutenir l'armée, a rejeté la version des FSR. Pour ce mouvement, contrôler le QG de l'armée ne veut pas dire contrôler Al Fasher et il affirme que les combats se poursuivent. Ce décalage entre les annonces des belligérants est fréquent dans les conflits soudanais. L'importance stratégique de la ville confère un poids particulier à cette revendication des FSR. Le monde attend une confirmation indépendante ou une réaction officielle de l'armée du général Al-Burhan. Si le contrôle d'Al Fasher est confirmé, l'impact sur le cours de la guerre sera immense. Son contrôle permettrait aux FSR d'assurer leur domination sur l'ensemble du Darfour. Plus important encore, El Fasher est un carrefour logistique. La même mise sur la ville faciliterait grandement la circulation des hommes et des armes des FSR, notamment depuis le Tchad et le sud de la Libye. Enfin, la région est riche en ressources importantes comme l'or. La prise d'El Fasher permettrait aux paramilitaires de s'assurer le contrôle de ces flux financiers essentiels pour la poursuite de leurs efforts de guerre. La chute d'El Fasher, si elle se concrétise, consoliderait non seulement le pouvoir militaire des FSR, mais aussi leurs assises économiques et logistiques dans la région de Darfour, ce qui transformera la dynamique du conflit soudanais.
L'actualité africaine sur un autre volet. À 81 ans, le président Yoweri Museveni s'apprête à briguer un nouveau mandat l'année prochaine, ce qui prolonge une ère de règne qui a débuté en 1986. Pourtant, au-delà des urnes, sa main de fer sur l'Ouganda repose de plus en plus sur une unité militaire d'élite, souvent masquée et lourdement armée, le commandement des forces spéciales. Moussa Fomba pour en savoir plus. Ces détracteurs n'hésitent plus à qualifier cette entité d'armée privée de la famille présidentielle dont la mission serait de garantir la survie politique de Museveni et de sa dynastie, notamment son fils le général Muhoozi Kainerugaba, qui a longtemps commandé le SFC. Le commandement des forces spéciales est au cœur des craintes de l'opposition et des défenseurs des droits humains. Le rôle officiel de cette unité est de protéger le président et ses installations stratégiques. Cependant, ses membres parfois cagoulés et circulant en public avec des mitraillettes sont perçus comme un outil de répression politique au service exclusif du pouvoir. L'opposition dénonce l'utilisation du SFC pour enlever, torturer et assassiner des militants politiques, non seulement pendant les périodes électorales, mais tout au long de l'année. Ces allégations que le SFC nie fermement ont créé un climat de peur persistant. Les opposants craignent notamment que, comme cela aurait été le cas en 2021, le SFC soit déployé pour empêcher la tenue de leur campagne en vue du prochain scrutin présidentiel. L'inquiétude monte d'un cran. À l'approche de la présidentielle, en plus des actions du SFC, la police ougandaise a récemment annoncé le recrutement massif de 100 000 agents spéciaux pour une période de 3 mois, officiellement pour encadrer la sécurité du vote. Pour les défenseurs des droits humains, cette mesure est très préoccupante. L'histoire récente a justifié les craintes. La présidentielle de 2021 a été la plus militarisée de l'histoire de l'Ouganda. Elle a été marquée par une présence massive de l'armée et de la police qui a conduit à la mort d'une 50aine de personnes lors d'affrontements et de manifestants. L'intimidation exercée par les forces de sécurité est déjà perceptible sur le terrain. Le principal candidat d'opposition, Robert Kyagulanyi, alias Bob Wine, est constamment encadré par une forte présence policière qui semble l'empêcher de faire campagne librement dans certaines zones. Selon les observateurs, cette présence policière excessive crée un climat de peur qui pourrait dissuader les électeurs de se rendre aux urnes. La situation pourrait entraîner de fait une privation du droit de vote pour une partie de la population dans un pays où, depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir n'a changé de main que par la force. Le rôle ambigu de cette armée de l'ombre et la militarisation des élections confirment que la stabilité de l'Ouganda est maintenue par une main de fer plus que par un véritable processus démocratique. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Lorsqu'on appelle à un cessez-le-feu, nous comprenons que l'Occident et Zelensky cherchent à gagner du temps. Et cette logique profondément ancrée chez Zelensky est évidente pour tout observateur objectif, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. La Russie reconnaît sans conteste l'indépendance de l'Ukraine, mais les habitants des régions qui ont par la suite rejoint la Russie ont subi une discrimination choquante de la part de Kiev. La partie russe estime ne violer en aucune manière le mémorandum de Budapest. Ce mémorandum stipule que l'Ukraine, comme les autres ex-républiques de l'URSS, ayant renoncé à l'arme nucléaire, bénéficiera des mêmes garanties que les puissances nucléaires accordent aux États non dotés d'armes nucléaires. Ces garanties signifient que les armes nucléaires ne seront pas utilisées contre les pays non dotés d'armes nucléaires, partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Parallèlement au mémorandum de Budapest, les mêmes parties ont signé une déclaration où elles promettent de respecter les principes de l'OSCE, notamment les droits des minorités ethniques, la démocratie et la liberté d'expression. Au dire du chef de la diplomatie russe, le régime de Kiev a violé de manière flagrante toutes ses obligations reflétées dans le document de l'OSCE et réaffirmées lors de l'adoption du mémorandum de Budapest. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un signal à l'Occident en évoquant la fin des essais du missile de croisière nucléaire à portée illimitée Burevestnik
affirme un article du New York Times relatant la visite du dirigeant russe à un poste de commandement de la force conjointe. Poutine a précisé que même si les essais décisifs ont été réalisés, un travail considérable reste à faire pour utiliser cette arme en situation de combat. Lors de son discours à l'Assemblée fédérale en mars 2018, Poutine a déclaré que la Russie avait développé un système compact de production d'énergie nucléaire pouvant être utilisé dans un missile de croisière, lui conférant une portée pratiquement illimitée. Comme l'a souligné le président russe, ce missile volera à basse altitude, sera à peine visible, aura une trajectoire imprévisible et sera équipé d'une charge nucléaire. Le développement du missile a commencé après le retrait des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques de 1972 en décembre 2001. Le Pentagone a reconnu que le missile Burevestnik est capable de lancer des frappes pratiquement depuis n'importe quel vecteur grâce à sa portée et son autonomie extrême. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaiterait rencontrer Kim Jong-un lors de son voyage en Asie si le dirigeant nord-coréen est intéressé. Je n'ai rien dit, mais j'aimerais beaucoup le rencontrer s'il le souhaite. Je m'entendais très bien avec Kim Jong-un, je l'appréciais et il m'appréciait. S'il souhaite me rencontrer, je serai en Corée du Sud, a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One en route pour le Japon. Interrogé sur son intention de prolonger son voyage pour rencontrer Kim, Trump a répondu qu'il n'y avait pas pensé, mais qu'il pensait que la réponse serait oui. Selon lui, les sanctions américaines contre la Corée du Nord pourraient figurer à l'ordre du jour de la rencontre. Caroline Leavitt, attachée de presse de la Maison-Blanche, a annoncé jeudi que le président américain se rendrait en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud. Outre les entretiens bilatéraux, il participera également à des événements de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et de la coopération économique Asie-Pacifique. L'administration présidentielle de la République de Corée juge improbable une rencontre soudaine entre les dirigeants américains et nord-coréens Donald Trump et Kim Jong-un à la frontière intercoréenne sur le sommet de l'APEC, mais n'exclut pas une telle éventualité, a déclaré Oh Yoon-jo, directrice adjointe de la sécurité nationale du bureau présidentiel sud-coréen. Je ne dispose d'aucune information substantielle quant à sa tenue. Il ne s'agit que de spéculation dans la presse, a-t-elle ajouté. On l'a interrogé à plusieurs reprises sur la probabilité d'une telle rencontre. Plus tard, elle a souligné que la rencontre de 2019 entre Kim Jong-un et Trump à la frontière intercoréenne avait été organisée au pied levé. Ho Yoon-jo a expliqué que l'administration présidentielle sud-coréenne jugeait une rencontre improbable compte tenu de sa propre compréhension des actions probables de la Corée du Nord. Cependant, selon Oh Yoon-jo, la Corée du Nord défie souvent les attentes sud-coréennes. La responsable n'a cependant pas totalement exclu la possibilité de discussion. La veille, le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen, Wi Sung-lak, avait exprimé une position similaire. Selon lui, Séoul ne voit aucun signe de préparation à une réunion, mais se tient prêt à un tel scénario. Que Dieu bénisse et protège le Mali. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.